Bonjour et bienvenue à Droit de réponse, votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention des confrères, l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée aux résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. 71% pour Paul Biya, 14% pour Maurice Kamto, 6% pour Cabral Libi, 3% pour Joshua aussi, 1% pour Gaga Amanadi, 1% pour Ndamjoya et moins d'1% pour les autres candidats. Un triomphe sans gloire, titre la nouvelle expression qui note que les candidats, à commencer par Paul Biya, ont boycotté la cérémonie du Conseil constitutionnel et que dans de nombreuses villes du Cameroun, à l'exemple de Douala, l'ambiance était morose ce lundi, jour de proclamation des résultats. Des résultats qui donnent Biya vainqueur, largement vainqueur, mais une écrasante victoire contestée par Maurice Kamto relève Kalara qui note que l'agrégé de droit a piégé le Conseil constitutionnel, non sans mettre à nu les défaillances du système électoral camerounais. Biya n'a pas gagné, martèle Maurice Kamto, cité par le Messager. Le journal La Rue des Écoles fait ainsi allusion à une vidéo surabondamment partagée sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle le candidat du MRC, précise le journal, ne se reconnaît pas dans les chiffres publiés par le Conseil constitutionnel. Maurice Kamto ne se contente pas de contester. Il publie les vrais chiffres. Ces chiffres, d'ailleurs, relayés par la nouvelle expression. Des chiffres qui donnent bien sûr Maurice Kamto vainqueur avec 39% devant Paul Biya, 38% notamment. Une situation de confusion qui préoccupe Monseigneur Samuel Cléda. Lors d'une conférence de presse donnée mardi dernier ici à Douala, note la nouvelle expression, l'archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale nationale a appelé les acteurs politiques à se parler pour trouver une solution et éviter des violences meurtrières au peuple camerounais. Le prélat a aussi exprimé sa surprise face au score particulièrement élevé du candidat du RDPC Paul Biya dans l'extrême nord, sa région d'origine. Que des gens qui vivent dans la souffrance votent Paul Biya 89% laisse perplexe, a déclaré Monseigneur Samuel Cléda. Réaction d'un autre archevêque, celui de Yaoundé, dans une interview à la radio d'État, Monseigneur Barga semble prendre le contre-pied de Monseigneur Samuel Cléda. Il invite plutôt les Camerounais à féliciter Paul Biya pour sa réélection. Avec la décision du Conseil constitutionnel, tout débat, déclare sentencieux l'archevêque de Yaoundé, cesse. L'Église catholique romaine au Cameroun est-elle donc divisée au sujet de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle? Voyons tout cela avec nos invités sur le plateau de Droit de réponse ce dimanche. Maître Claude Assira, bonjour. Bonjour Monsieur Fangwa. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci surtout de votre invitation. Voilà, je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous n'êtes pas encore militant politique, c'est important de l'indiquer. Même si vous défendez les hommes politiques, vous êtes convié sur ce plateau ce dimanche comme homme de science. Parce que je dois l'indiquer, vous êtes enseignant de droit à l'Université catholique d'Afrique centrale du CAC. C'est exact également. Et ce ne serait pas erroné de dire donc que vous connaissez peut-être plus ou moins cette église-là pour être... Merci Maître Claude Assira d'être venu sur ce plateau. Merci. J'introduis également Edmond Kamga. Edmond, bonjour. Bonjour Duval Fangwa. Alors si je dis Maître Claude Assira qu'il est proche de l'église, qu'est-ce que je dirais pour vous? Je le suis encore plus. D'autant que je ne suis pas seulement journaliste, je suis également théologien. Voilà. Oui, pour avoir fait une formation à l'ECATED. Tout à fait. Voilà. En plus de l'ECATED, j'ai fait l'Institut des sciences religieuses de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Je suis la première promotion d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Merci donc Edmond d'être venu, mais vous êtes très souvent convié sur ce plateau comme journaliste à la nouvelle expression, donc éditorialiste. Voilà, sur Equinox Télévision. Merci infiniment d'être venu. Jean-Yves Bessala, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Je suis très heureux. Vous êtes militant politique, vous, et votre parti, c'est bien le RDPC, le parti au pouvoir, qui a présenté comme candidat Paul Biya, proclamé élu par le Conseil constitutionnel. Mais à titre personnel, je dois indiquer que vous êtes à côté de votre... Vous avez une casquette en politique, certes, mais vous êtes également expert en évaluation foncière et immobilière. Vous êtes par ailleurs président de l'Assemblée générale des experts techniques du Cameroun. Tout à fait. Depuis quelques mois maintenant. Oui. Et vous êtes diplômé d'urbanisme et vous avez été pendant pratiquement 2 décennies cadre au crédit foncier au Cameroun. Oui, j'étais inspecteur au crédit foncier, 19 même ans. Place à l'agence de Douala pendant 25 ans. Merci. Bon, on comprendra pourquoi tout à l'heure. Merci infiniment, Jean-Yves Bessala, d'être venu. J'introduis également sur ce plateau Sylvanus
Tifo, bonjour. Merci. Bonjour, M. Duval. Bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Alors, vous faites partie de l'équipe de communication du MRC. Vous faites également partie, je crois, de cette vague des militants du PADEC qui a quitté cette formation politique et a rejoint le MRC il y a quelques temps maintenant. Et vous étiez au PADEC premier vice-président, si je ne m'abuse. Non, c'est juste la vérité. J'ai été le premier vice-président national du PADEC, mais je suis démissionné pour adhérer à l'idéologie du professeur Maurice Kamto et surtout c'est du mouvement pour la renaissance du Cameroun que lui défendre en tant que président de cette formation politique. Voilà. Vous faites également partie donc de ceux qui ont conduit, j'ai failli dire, cette marche ici à Douala hier. Oui, c'était vraiment une marche pacifique, malheureusement qui a été interrompue par les forces de maintien de l'ordre, mais ça a été une réussite totale pour le mouvement. Pourquoi vous dites que c'était une réussite? C'était quoi l'objectif de la marche? L'objectif de la marche, c'était juste pour contester les proclamations des résultats qui ont été faites par la Cour constitutionnelle. Vous savez, nous avons que nos chiffres qui sont vrais, parce que ces chiffres sont faits à base de toutes les données qui ont été recensées par le MRC. Et je crois que, vu les résultats qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel et que le professeur Maurice Kamto et nous, les militants, ainsi que les autres membres de la coalition autour du professeur Maurice Kamto contestent, qui ne sont pas du tout vrais, nous devons sortir. D'abord, c'était une marche qui a été organisée par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il faut préciser, qui ont décidé de sortir massivement pour contester cette... Est-ce que la marche a eu lieu? La marche a eu lieu, mais ça n'a pas été bien fait comme nous voulons le faire. Et pourquoi? Juste parce que les forces de maintien de l'ordre ont été envoyées par une minorité, comme j'appelle souvent, que disent les administrateurs, pour venir nous interdire de ne pas marcher. Et pourtant, cette marche était faite pacifiquement. Alors, mais au moment où vous bouclez dans cette marche-là, quel est le bilan que vous faites? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez passé votre message ou bien vous dites qu'il faut remettre ça plus tard? Le message n'est pas bien fait parce qu'il fallait que nous faisions ça de manière que toutes les militants de Douala sortent pour manifester leur degré de mécontentement envers cette publication, cette proclamation qui a été faite par la Cour constitutionnelle. Mais comme vous savez, il y a toujours la peur. Les gens ont peur parce qu'on leur dit, quand vous sortez, vous allez être maté par les militaires, ils vont vous bastonner, ils vont vous faire ceci, cela. Et vous avez vu ce qui s'est passé hier, surtout avec l'avocat Maître Ndoki Michel, ce qui s'est passé au niveau de Bonabéry, qui est vraiment choquant, une chose qui n'est pas acceptable dans notre pays, une chose qui n'est pas du tout normale. Mais avec ça, nous avons démontré hier que c'est le peuple qui a le pouvoir, pas l'administration qui a le pouvoir. Parce que quand le peuple décide, il vote pour son candidat, il faut respecter la vérité des urnes. C'est juste ça que nous, du MRC, nous sommes en train de revendiquer depuis. Nous voulons que la vérité des urnes soit respectée. Le Conseil constitutionnel peut être trompé. On reviendra sur le Conseil constitutionnel tout à l'heure. Alors Jean-Issé Zala, vous êtes militant du RDPC. Oui. J'imagine qu'au sein du RDPC, quand vous observez une marche comme celle-là, c'est vrai qu'il y a eu l'intervention des forces de l'ordre, mais vous devez peut-être vous réjouir de ce que c'est l'expression de la démocratie. Je suis désolé, moi je n'ai pas observé cette marche. J'habite la cité des Palmiers. J'avais un débat dans une radio qui est à Bessengue. Je suis parti de la cité jusqu'à Bessengue. Je n'ai pas vu la marche. Donc, même si je la voyais, je ne suis pas ici pour l'apprécier. Je voudrais d'ailleurs faire à ce niveau-là une précision. Les élections présidentielles au Cameroun ont connu des étapes. Il y a des gens qui ont présenté leur candidature à la structure habilitée à les agréer. On a agréé 9 candidats, les autres ont été rejetés. Après, a suivi plus de 3 mois
de pré-campagne. Après, c'est suivi donc la campagne officielle. Après, il y a eu les élections. Après les élections, les structures habilitées de par la loi camerounaise a tranché. Maintenant, là où je suis, je me demande c'est une autre étape ou c'est comment. J'ai déjà accepté de venir ici pour discuter avec les autres et surtout transmettre ce que je crois être pour moi juste. Ça veut dire que dans la démocratie, il faut le reconnaître, il y a la légalité et la légitimité. Et pourquoi ces deux termes? Je ne suis pas tellement spécialiste de droit, mais je connais un bout. Dès que les hommes sur Terre ont eu l'idée de s'organiser, ils ont dit, nous devons avoir un chef. C'est qui? À partir de ce moment-là, ils ont commencé à dire, nous voulons celui qui est plus fort physiquement. Cette étape a passé. Ils ont dit non, prenons quelqu'un qui est plus intelligent, plus malin que nous. Cette étape a passé. Ils ont dit non, comme ça ne marche pas. Prenons seulement les gens, cherchons les gens que Dieu nous a envoyés pour nous gouverner. Ce système, dernier système que je viens de citer, a encore laissé des traces. Parce qu'il y a encore des empereurs en ce moment, des rois. Parce que les empereurs, les rois, c'est la croyance d'un groupe qui dit que c'est Dieu qui a envoyé cette famille pour nous gouverner. Donc, ce n'est que dans cette famille qu'on obtient. Mais il y a eu évolution. On a dit non. Il vaut mieux que l'ensemble du peuple choisisse, d'où les élections. Mais ce système des élections se double encore aujourd'hui. La plupart des pays du nord d'Europe sont encore soit des rois, soit des empires. Alors, ramener à notre contexte. Non, on ne peut pas aller comme ça. Sinon, je me tais. Pour moi, pour que j'agrée bien, je retrouve dans ce qui s'est dit. Cela veut dire que lorsque les gens votent, parce que c'est l'évolution, la dernière étape, vote, c'est-à-dire ils donnent la légitimité que c'est le peuple qui vous a élu et la légitimité, c'est-à-dire que c'est lui qui est élu, c'est lui qui prend le pouvoir. Par exemple, pour défendre la paix, pour défendre les territoires. C'est pour dire que vous ne comprenez pas la réaction du MRC qui hier a décidé par exemple de marcher. J'aimerais que les téléspectateurs comprennent bien parce que je dis ça très clair. Nous sommes 4 ici. 3 sont du même camp. Vous allez voir, je le sais d'abord. Alors, Edmond Kambia, sur cette marche hier à Bessengue, est-ce que, en tant qu'analyste, vous avez compris l'opportunité? D'abord, vous m'avez vu en train de rire suite à la déclaration de M. Aïssi Bessala, qui a cet art, n'est-ce pas, de dire des choses d'une certaine façon telle qu'on ne peut pas rester indifférent. Oui, je comprends l'opportunité de la marche des militants et sympathisants du MRC suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, proclamation pour laquelle ils ne sont pas d'accord, notamment au niveau des résultats, parce que vous l'avez si bien dit, certains journaux, dont la Nouvelle Expression, avons publié les résultats annoncés par Maurice Kamto à la suite de la proclamation officielle des résultats. Donc le MRC n'est pas d'accord, pas le Conseil constitutionnel. Donc le MRC ne partage pas les résultats qui ont été publiés par le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire une marche, je précise, pacifique. Pacifique. Maintenant, ayant dit cela, je dois le dire pour le déplorer. Qui est une marche pacifique, c'est prévu par la Constitution du Cameroun. La Constitution du Cameroun, dans le préambule, valide l'ensemble des droits prévus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'ensemble des droits prévus par la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, même la liberté de manifester est prévue par la Constitution. Parce qu'on a entériné l'ensemble des chartes internationales, y compris le Pacte international des droits civils et politiques, qui prévoit la possibilité de marcher pacifiquement. Ça, il faut le dire. Maintenant, je dois déplorer une chose. Que des gens marchent et qu'ils soient sujets à la répression, au type de répression que j'ai pu voir sur le terrain, parce que je fais partie des journalistes qui avons couvert la marche. Et je déplore que dans l'interpellation
des gens qui marchent, on interpelle des journalistes qui ne font que leur devoir, qui exercent leur métier. Dès lors que le journaliste, dans son reportage, se fait identifier comme journaliste, il n'y a pas de raison qu'il soit arrêté et gardé, séquestré pendant plusieurs heures. Ça, je dois le dénoncer. Non pas seulement en tant que journaliste, mais en tant que syndicaliste de la presse. Maintenant, en ce qui concerne la question de fond, sur l'opportunité de la marche, j'ai dit oui, parce qu'ils sont en désaccord avec la déclaration. Est-ce que dans votre analyse, vous intégrez la récente sortie du ministre de l'administration territoriale, Atangandi, et qui justement a indiqué que l'élection étant terminée, les instances habilitées ayant donné les résultats, l'opportunité des marches ou des manifestations de ce type ne se comprend plus? Vous savez, chacun est dans son rôle. Le ministre de l'administration, chargé de l'administration territoriale est dans son rôle. Le MRC et son équipe dirigeante est également dans son rôle. En tant que parti de l'opposition, en tant que parti qui a la prétention d'avoir des résultats autres que ceux qui ont été officiellement prononcés, a le droit également de poser des actes et d'influencer le jeu politique. Ça se fait partout à travers le monde. Rappelez-vous, en l'an 2000, il y a eu des élections présidentielles aux États-Unis. Pendant 32 jours, 36 jours, il y a ce que j'ai appelé le vaudou électoral. Rappelez-vous, c'était entre Al Gore et George Walker Bush. Pendant 36 jours, il y a eu des manifestations, il y a eu une revendication de la victoire officielle, de la victoire de Al Gore. Mais finalement, sauf par rapport à l'image, oui, par rapport à l'image que les États-Unis voulaient voilà, il y a quelqu'un qui a décidé de faire profil Al Gore a fait profil bas, tout en sachant qu'il avait gagné la victoire populaire. Les suffrages populaires donnaient la faveur à Al Gore, mais pour des raisons personnelles et estimant qu'il ne veut pas nuire à l'image de son pays, il a accepté la défaite. Mais là, c'était son opinion à lui, c'est son choix. Il aurait pu continuer à revendiquer parce qu'il avait le droit de revendiquer encore. C'est pour cela que je dis que le MRC est dans son rôle. D'accord. Maître Claude Assira, vous en tant qu'homme de sciences juriste, comment, je veux dire, dans quel sillage peut-on situer ces mouvements qu'on observe dans l'espace politique camerounais depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle? Vous avez d'un côté le Conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats officiels, vous avez en face le MRC qui conteste ces résultats et qui donne des chiffres, et puis il s'ensuit, je dis, cette manifestation dans les rues avec cette répression des forces de l'ordre. On va dire quoi? Que c'est ça, le caractère dynamique, que sont les caractéristiques de la démocratie, qui avance? Je voudrais tout d'abord indiquer à Monsieur le maire que lui et moi, nous allons parler le même langage, qu'il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Si son langage, c'est le langage du droit, nous parlerons sans aucune difficulté ce langage du droit. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On est deux au moins sur ce terrain-là. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est dans la suite de ce que signalait tout à l'heure Edmond. Il s'est arrêté à 2000, mais même en 2016, déjà, l'actuel président des États-Unis, pourtant, élu, tout à fait, dans des conditions qui n'étaient pas du tout contestées, n'a pas empêché un déferlement de marches de femmes, de couches sociales, des immigrés et autres pour indiquer simplement qu'il n'était pas d'accord. Voilà. Donc sur le terrain du droit, j'ai du mal à comprendre moi, parce que M. le maire a insisté beaucoup sur deux notions. La première notion, il nous fait la différence entre la légitimité et la légalité. Et il tire de là qu'à partir du moment où une instance habilitée a pris une mesure, théoriquement, elle devrait verrouiller, fermer toute possibilité de contestation. C'est précisément le contraire, l'inverse. Parce que, par définition, l'État est l'organe institué. Donc, si on partait de cette analyse-là, ça voudrait dire que chaque fois que l'État a pris une décision, il est impossible à contester d'une façon ou d'une autre, ni devant les juridictions, ni éventuellement par la voie de la manifestation. Donc là, de ce côté-là, l'État a pourtant prévu, et on l'a dit tout à l'heure, dans le corpus constitutionnel, la possibilité pour les personnes d'exercer un droit qui est le droit de protester. Ça fait partie de ce qu'on appelle les libertés publiques. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... Mais peut-être qu'en lisant entre les lignes, il faut peut-être voir, les résultats ont été proclamés par le Conseil constitutionnel, qui est la dernière instance à ce niveau-là. Est-ce que des contestations ou des manifestations qui suivent peuvent amener à un résultat différent de ce qu'on a obtenu? Sinon, est-ce qu'on ne serait pas là dans la logique
insurrectionnelle entre griffes, puisque justement c'est ce qui a été évoqué. Je vais y venir, parce que c'est votre question qui pose, je pense, le problème de droit. Mais avant d'arriver sur le problème de droit, regardons déjà la sociologie et tout simplement la politique. Restons un peu sur le terrain politique. Sur le terrain politique, je pense qu'à partir du moment où vous avez le droit d'exprimer votre opinion, je pense que ça fait partie d'une liberté qu'on devrait pouvoir vous accorder. Mais si il y a une autorisation, ça veut dire qu'il y a aussi une possibilité d'interdiction. Et là-dessus, je vais rejoindre monsieur le maire encore, on peut se situer sur le terrain légal et se dire, la manifestation la dernière fois n'avait pas reçu l'autorisation. Et donc, par conséquent, toute personne qui allait entreprendre cette marche se mettait en violation de la loi, puisqu'il fallait une autorisation. Et donc, je vais revenir à nouveau sur le terrain politique pour vous dire que combien de temps va-t-on tenir ainsi? Est-ce que pendant 7 ans, et déjà bien avant encore, depuis à peu près 1 ou 2 ans, il n'y a aucune autorisation de manifester lorsqu'elle émane de l'opposition? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir là à la fois une antinomie, puisqu'il y a la violation d'un principe constitutionnel par l'autorité politique qui doit la donner? Donc, ce qui veut dire que si l'opposition doit attendre une autorisation pour se manifester, elle ne fera jamais son travail d'opposition, ce qui est contraire à la loi et aux principes normaux d'expression. Mais en même temps, sur un autre terrain, si combien de temps peut-on maintenir pendant 7 ans encore des gens sans leur donner la possibilité de dire à un moment ou à un autre? Et je pensais que l'un des acquis, à côté de la paix que le parti au pouvoir revendiquait, il y avait également l'octroi des libertés individuelles. Alors, combien de temps peut-on empêcher les gens de manifester? D'autant que, et c'est ça qui est la deuxième difficulté, c'est que cette autorisation est quand même donnée. Mais elle est donnée de façon parcimonieuse, de façon arbitraire. Donc vous allez voir que lorsque les gens vont manifester, vont demander des manifestations pour faire les fêtes et célébrer l'élection du président de la République, je n'imagine pas une seule seconde qu'il puisse y avoir des interdictions de ce genre. On peut vous retorquer que dans ce cas-là, on estime qu'il n'y a manifestement pas de risque de trouble à l'ordre public. La notion de trouble à l'ordre public est une notion qui est déjà appréciée d'une façon prétorienne par celui qui doit la donner. Donc, la nécessité le risque de l'arbitraire. Par conséquent, il est parfaitement envisageable, parce que je n'ai jamais vu des gens qui manifestent pour dire au pouvoir, ça peut arriver, hein, combien on l'aime, combien ils sont heureux, combien ils sont très contents. Ça n'existe pas. Donc, par définition, la manifestation publique est l'expression d'une protestation. Donc, il appartient au pouvoir public de l'encadrer, tout simplement. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu un processus et a donné aux acteurs, aux différents acteurs, la possibilité de le faire, naturellement, premièrement, sous le premier verrou, en amont de l'autorisation et en aval de l'encadrement pour éviter ces risques-là. Parce qu'on sait très bien qu'une manifestation est destinée à indiquer un malaise qui peut parfois donner lieu à un certain nombre de débordements. Maintenant, est-ce que le fait qu'on aille au-delà de la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel ne risque pas éventuellement d'être considéré comme étant le début d'une insurrection? Je vous dis, votre question, elle est tout à fait justifiée. Moi, peut-être qu'il vaut mieux évacuer cette question une fois pour toutes. Moi, je peux comprendre, monsieur le maire va encore être tout à fait d'accord avec moi là-dessus, je crois. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. J'ai été aux premières loges, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais je n'ai pas, à titre personnel, suffisamment d'éléments pour me permettre de dire si ces irrégularités auraient pu permettre d'inverser, de faire en sorte que M. Kamto soit président. Et je me demande si ces irrégularités ont atteint un point tel qu'elles puissent justifier une revendication qui puisse avoir ce genre de conséquences. Ça, ce sont des questions que je me pose à titre d'avocat. Moi, j'ai fait le procès devant le Conseil constitutionnel pour exiger l'annulation au vu des irrégularités. Est-ce que cette annulation aurait conduit à l'inversion du scrutin? Je n'ai pas la possibilité de vous répondre. Alors, je ne sais pas si Jean-Yves César voulait faire une observation là-dessus avant que je donne la parole à Sylvanus Tifou sur la question de l'autorité de l'État, le maintien de la paix et les risques d'anarchie. Très simple.
Lorsqu'un système politique s'installe dans une république comme au Cameroun, ceux qui dirigent donnent la liberté à tout le monde, y compris aux partisans de ce régime. Ce qui signifie qu'il n'y a pas que la liberté à ceux qui sont contre de manifester. Premier point. Deuxième point, je voudrais dire que la contestation de l'opposition, ce que j'ai dit, que c'est la lutte éternelle dans la démocratie, c'est-à-dire chaque fois l'opposition vient dire à ceux qui sont au pouvoir ici ou ailleurs que vous n'êtes plus populaire, c'est-à-dire le peuple ne vous veut plus. Ça lutte, la lutte de la légitimité. Mais la légalité, on l'a dès qu'on est élu. Quand vous avez la légalité, vous devez défendre les populations, leurs biens et le territoire. Et d'où viennent les ennemis contre les populations, contre les biens, contre le territoire? Toujours, souvent, à l'intérieur du pays. Celui qui a la légalité de protéger l'ordre public, la paix, n'est pas négociable. Donc, ce n'est pas un avocat qui est systématiquement à côté de ceux qui transgressent la loi qui peut me contredire. Je suis sûr. Pardonnez-moi, monsieur. Je n'ai prononcé le nom de personne. Je n'ai prononcé le nom de personne. Je ne prononcerai aucun mot. Je voulais juste dire que quand on est un maire, on connaît un peu la loi et on sait très bien que, par définition, l'avocat est précisément aux côtés de celui qui ont transgressé la loi. Voilà. Parce que ça va de soi. Tifou, Moutaga, on a parcouru les journaux cette semaine et on a remarqué effectivement que la plupart de ces journaux ont zoomé non seulement sur la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, mais surtout sur la contestation de Maurice Kamto. La nouvelle expression par exemple, ou encore le messager, Biya n'a pas gagné. Et le journal cite donc Maurice Kamto et indique qu'il y a une vidéo surabondamment partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle le candidat du MRC dit ne pas se reconnaître dans les chiffres qui ont été rendus publics. Et vous l'avez indiqué tout à l'heure, ces chiffres-là donnent Maurice Kamto premier avec 39%, Paul Biya deuxième 38%, Kamara Libi 10%, Joshua aussi 5%, Dame Joya 2%, Gargaman 1%, Franklin Difford, Serge Estoire Matomba et Akiri Mona moins de 1%. La question que moi je voudrais poser, c'est quelle est la crédibilité qu'il faut accorder à ces chiffres-là, ces chiffres du MRC? Je crois que ce n'est pas le jeu d'enfant ou le jeu d'hasard que nous sommes en train de faire. Et ce que le professeur Maurice Kamto dit, c'est à base des PV reçus par la direction nationale du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous avons des principes. Notre principe, c'est de dire la vérité aux Camerounais, même si le système en place reste toujours ferme à leur cacher cette vérité. Il faut le dire. Si finalement le président Biya prête serment tant que président de la République du Cameroun, il faut comprendre qu'il est en train de vouloir servir le mandat qui appartient au professeur Maurice Kamto. C'est juste la vérité, il a gagné selon les chiffres que nous avons. Et je vous dis plus précisément que ces chiffres ne sont pas les chiffres formulés par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ni les membres de la coalition. Ce sont les chiffres fondés, faits à base des PV reçus, à base des données, des vérités qui ont été exprimées dans les unes par les Camerounais, y compris les Camerounais de la diaspora, ainsi que les Camerounais qui sont ici au Cameroun. Et je vais vous dire une chose, le MRC n'est pas un parti radical comme nous pensons, parce que notre slogan d'abord c'est « Changeons l'avenir dans la paix ». Ce n'est pas le pouvoir à tout prix. Si nous tenons à dire aux Camerounais que nous avons gagné, ce n'est pas la blague, ce n'est pas parce que nous voulons seulement rester, nous ne voulons pas être populaires pour dire que non, cette année, le professeur Maurice Kamto et les membres de la coalition avaient contesté, c'est juste dire la vérité. Et vous savez une chose, ce que le Conseil constitutionnel vient de faire, y compris même ELECAM,
confirme ce qu'on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Parce que je ne vois pas ce qui s'est passé que on amène les faux observateurs comme Transparency International pour venir nous dire que non, ils sont en train de travailler. Le Conseil constitutionnel n'a rien dit sur cette affaire, y compris bien d'autres choses. Voilà ce que le Monseigneur Cléda vient de dire. Si vous suivez ce que la CRO TV parle par rapport à ce que le Monseigneur Cléda, l'évêque de l'archidiocèse de Douala, je crois, vient de dire, vous avez vu ces deux choses contradictoires, comme on dit. Cela veut dire que il y a quelque chose qui se cache. Pourquoi pas dire ce que l'homme de Dieu a dit, comme il le faut? Alors, en attendant de revenir sur la déclaration de Monseigneur Samuel Cléda, je donne la parole à Edmond Kamgia. Mais avant cela, Jean-Haïssi Bessala, est-ce que le fait que certains candidats à l'élection présidentielle ont, d'une façon ou d'une autre, reconnu la victoire de Paul Biya, peut justifier, je vais dire, peut discréditer la thèse ou bien les chiffres qui ont été avancés par le MRC. Je pense notamment à Serge Espoir Matomba, je pense à Joshua aussi, qui ont, d'une façon implicite ou explicite, reconnu la victoire de Paul Biya. Le Cameroun est une république qui a des lois, des structures. Il y a un organe qui est chargé de dire que c'est elle qui a gagné les élections. Et c'est rigoureusement interdit que c'est un candidat qui dit « j'ai gagné ». Il y en avait 9. Si 7 disent de leur côté « j'ai gagné », vous voyez là où on est. Je n'écoute pas, même si j'approuve. Ce n'est pas les déclarations des autres candidats qui confèrent la légitimité à celui qui a été élu. C'est l'organe de l'État qui est chargé de ça. Et ce qui est très grave, j'ai tenté d'esquiver, c'est que je sois ici comme si je suis encore en train de discuter est-ce qu'il y a un candidat qui a été élu. Non. L'imposture d'un spécialiste dire que j'ai gagné, c'est très honteux. Très honteux. Edmond Kamgia, le candidat aussi est arrivé en 4e position avec 3%. Et je prends là le mot utilisé par le messager. Il s'est empressé de reconnaître la victoire de Paul Biya, proclamé élu par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça vous surprend lorsqu'on observe le cheminement, le process, l'orthodoxie du SDF? Je dois dire que la sortie du candidat Joshua aussi n'est pas partagée par l'ensemble des militants du SDF. Le SDF, je dois le dire de manière péremptoire, est divisé par la déclaration faite par son candidat à l'élection présidentielle. Il y en a, et nous en avons reçu certains sur le plateau d'Equinox, à Equinox soit notamment, qui disaient que la déclaration de Joshua aussi n'engage que Joshua aussi lui-même à titre personnel et que le SDF va se prononcer sur l'élection présidentielle le 3 novembre prochain lors d'une réunion du bureau exécutif national. Ça, c'est ce que j'ai écouté du maire adjoint de Douala 5e, Carlos Ngwalem. Il a dit, et plusieurs autres cadres de ce parti dans le littoral ont approuvé cette façon de voir, qui veut que le SDF ne se soit pas encore officiellement prononcé sur cette élection présidentielle. Que le fait d'avoir pris acte ou d'avoir reconnu la victoire de Paul Biya par Joshua aussi n'engage que lui-même. Ça, il faut le dire avant d'avancer. Maintenant, en ce qui concerne, vous l'avez dit, le fait pour certains candidats d'avoir pris position, d'avoir reconnu la victoire de Paul Biya. Et je dois préciser, il y a Serge Espoir Matomba, effectivement, et il y a Joshua aussi, à titre personnel. Je le dis parce que j'observe comment ça se passe au niveau du SDF et j'en tiens compte. Et il y a aussi, mais là alors, c'est très complexe, au niveau du parti Univers. Le président national du parti Univers, Kounvondo, a pris acte également. Et dans la prise d'acte, on comprend qu'il reconnaît la victoire de Paul Biya. Mais je dois préciser qu'au niveau du parti Univers, son candidat, qui s'appelle Cabral Libye, n'a jamais dit qu'il reconnaît la victoire de Paul Biya. Mieux. D'ailleurs, dans sa première déclaration, sa toute première déclaration, le soir de l'élection présidentielle, il a indiqué que c'est un candidat de l'opposition qui a remporté les élections. Et vous le faites bien de rappeler que Cabral Libye a dit que c'est un candidat de l'opposition qui a remporté l'élection présidentielle. Si l'on s'en tient tout simplement à l'ordonnancement, c'est-à-dire au classement des candidats
dans les résultats de l'élection présidentielle, lorsque Cabral dit c'est un candidat de l'opposition, vous connaissez sa position. Il y a quand même quelqu'un au-dessus de lui, même s'il n'a pas prononcé le nom. Et je peux vous dire ici qu'il a au moins essayé de faire 2 conférences de presse qui ont été empêchées. Et je peux vous dire également que l'un des objets de cette conférence de presse était de clarifier sa position sur le candidat de l'élection présidentielle qui, selon lui, a gagné les élections. Et en partie, cela permet de mieux comprendre la descente sur le terrain du MRC à Douala et dans certaines localités du pays, peut-être dans les jours à venir. Je n'ose pas m'avancer sur ce terrain. Le SDF sort tout de même quelque peu laminé. Tout à fait, il faut le dire. Le SDF, principal parti de l'opposition depuis 1992, au moins, sort de cette élection présidentielle dans une situation très difficile. Il va falloir que le SDF fasse son introspection pour se relancer pour l'avenir. Le messager soutient qu'il y a un NEC qui est annoncé le week-end prochain à Yaoundé pour faire le point sur cette élection présidentielle. Certains ont d'ailleurs indiqué que cela pourrait déboucher sur l'exclusion de Jean-Michel Nithieu. C'est le messager qui l'a indiqué, on verra exactement. Mais toujours dans le même sillage, on a appris cette semaine la démission de l'honorable Idimo, député SDF de Bolabéry, qui rejoint le RDPC. Ce n'est pas un bon signe pour l'avenir de cette formation politique. En réalité, je pense que la position qu'a prise M. Idimo était prévisible. Il n'était plus en odeur de sainteté avec une bonne partie de l'apparatchik ou de la classe politique à l'intérieur du SDF, parce qu'il faut le comprendre, dans les partis politiques, il y a des dynamiques. Il était déjà en dehors de cette dynamique-là. Au niveau même des équipes du SDF à Douala 4e, il se sentait un peu isolé. Il fallait qu'il prenne position. Et j'ai dit que c'était prévisible qu'il quitte le parti. Mais je tiens ici à dire une chose, pas par rapport au SDF, mais sur le vocabulaire que nous utilisons depuis le début sur ce plateau. On n'est plus dans le régime d'autorisation, on est dans le régime de déclaration. Je voudrais qu'on reste dans le régime de déclaration, parce que pour faire une manifestation publique, pour faire une réunion, on fait une déclaration. En 90, nous sommes sortis du régime d'autorisation pour le régime de déclaration. On fait juste une déclaration, on peut vous remettre un récépissé. Si on ne veut pas que vous fassiez la marche, on vous le signale, l'autorité administrative, le sous-préfet vous le dit clairement, par un document écrit, la raison pour laquelle il ne voudrait pas que vous fassiez votre marche ou votre manifestation. Et ça, c'est très important. Ok. Alors, Maître Claude Assira... Je ne parlais pas du document même. Je disais simplement que s'il est possible qu'on la donne, ça veut dire qu'il est possible aussi qu'on ne la donne pas. Après, on peut discuter sur les tâches. Je suis entièrement d'accord avec vous, je valide. D'accord. Alors, passez donc ces éléments sur les réactions des différents candidats à cette élection présidentielle. Je voudrais, avec vous, Maître Claude Assira, analyser un peu les éléments contenus dans un journal spécialisé, le journal Kalara. C'est toujours au sujet justement de la proclamation de ces résultats. Le journal montre comment, essaye d'indiquer comment l'agrégé de droit a piégé le Conseil constitutionnel. Il dit qu'en fait, le Conseil constitutionnel n'avait pas pressenti le piège tissé par la défense du MRC. Et donc, tout au long des travaux de la Commission nationale de recensement général des votes, le mandataire du candidat du MRC n'a jamais contesté les documents reçus des 54 commissions mixtes départementales, laissant croire même qu'il avait lâché Maurice Kamto, puisqu'il y a certains journaux comme l'anecdote qui l'ont indiqué. Une source interne au Conseil constitutionnel, c'est le journal Kalara qui l'indique, un journal très introduit justement pour ce qui concerne les questions de droit, indique que le contre-pied, raconte dans le contre-pied réussi du professeur Maurice Kamto, en tout cas de Alain Foguet, puisque c'est lui qui était membre de cette commission, il indique qu'il s'est contenté d'accumuler les documents mis à sa disposition et le Conseil constitutionnel a été surpris par l'exploitation faite des documents collectés pour afficher sur la place publique ces différentes insuffisances. Vous, qui avez, j'ai failli dire, pratiqué ce Conseil constitutionnel, les manœuvres, peut-être pas les manœuvres, je ne sais pas quel terme exact qu'il faut utiliser, qu'on a observé, est-ce que cela laisse entrevoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond? Non, de toute évidence, je pense que le travail s'est effectué dans la plus grande méfiance. Tout ce que vous décrivez là veut dire simplement que le MRC ne s'est pas senti en confiance vis-à-vis de ses interlocuteurs.
Je voudrais juste vous signaler en passant que le processus électoral, il commence bien avant. La convocation du corps électoral est, on va dire, l'élément déclencheur. Voilà, tout à fait, qui déclenche la véritable effervescence. Mais il y a déjà une série de comportements qui ont pu permettre de comprendre que la compétition ne serait pas une compétition tout à fait normale. La désignation du Conseil constitutionnel dans sa composition en était déjà un indice. Puis par la suite, le calendrier tel qu'il a été arrêté avec la possibilité de maintenir les maires qui étaient des relais puissants auprès des populations était déjà, à mon avis, un indice. Et puis ensuite, la loi électorale elle-même, qui, de mon point de vue, moi je pense que je ne sais pas ce qu'on fera, de quoi demain sera fait, mais pour moi, qui ai été directement confronté au plan contentieux, je pense que cette loi électorale peut être un signe, je le dis vraiment simplement mais avec gravité, est un facteur peut-être un facteur de trouble politique, parce qu'elle est de toute évidence totalement inégalitaire. Et c'est un peu... Elle a quelque chose de léonin. Elle a été taillée uniquement pour celui qui est en place. Et je crains que par la validation légale, entre guillemets, de ce qui est de toute évidence ce qui peut être qualifié, qui aurait pu être qualifié en d'autres termes de forfaiture, que par cette validation légale, que les personnes concernées, les victimes, puissent un jour se retourner et protester d'une façon violente quand la loi ne couvre pas. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire donc, en réalité, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une loi juste impersonnelle. Bien évidemment. Il existe, malheureusement, nous-mêmes, on n'en a pas beaucoup parlé pendant ce procès, il existe une charte africaine, un instrument supranational qui, certes, n'a pas la force coercitive qu'on peut attendre en général d'une loi, mais qui existe comme le sont la plupart des autres instruments internationaux auxquels le Cameroun a adhéré et qui portent spécifiquement sur les élections et qui impose aux États un certain nombre de critères, de conditions à remplir pour, dans le cadre du processus électoral, dont notamment le consensus, la recherche permanente du consensus dans l'élaboration de la loi. Et force est de reconnaître que cette loi ne l'est pas. La loi qui crée le Conseil constitutionnel elle-même, je voudrais juste vous indiquer une petite quelque chose. Le contentieux électoral, il naît 3 jours, vous avez 72 heures à partir de la clôture. Pour introduire les tout à fait. Ouais. Dans quel pays du monde vous imaginez l'enclavement? Je ne vous parle que de l'aspect strictement logistique et matériel. Quelles sont les personnes qui vont avoir la possibilité de recueillir sur l'ensemble du territoire camerounais l'ensemble des documents qu'ils doivent soumettre à l'exploitation de spécialistes afin d'y détecter les irrégularités qu'ils vont ensuite eux-mêmes pouvoir alors être autorisés à soumettre à l'annulation du Conseil constitutionnel? C'est impossible. Donc, d'emblée, tous les recours, toutes les requêtes sont faites à l'aveugle. Parce que vous ne pouvez pas imaginer de quoi il va être question. Et puis ensuite, lorsque vous aurez, et c'est donc ce qu'essaye de faire mon ami le professeur Alain Foguet, lorsqu'il se retrouve, il essaye donc, dans la mesure du possible, de compenser le retard immense que je viens de vous décrire, et surtout la difficulté à laquelle il sait qu'il va se retrouver confronté s'il y va normalement, parce que ça a été une telle course faite de choses trappes que, enfin, lorsqu'il va avoir la possibilité de pouvoir avoir les éléments lui permettant enfin de faire valoir ses droits, s'il venait encore à perdre cette unique chance-là, il risquerait de ne plus de se retrouver complètement le bec dans l'eau. Alors je pense que c'est la raison pour laquelle il a utilisé cette astuce ou cette ruse-là. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, Sylvain Sifou, que le Conseil constitutionnel ait pu se tromper? Je ne crois pas que j'ai ce sentiment. Je ne crois pas que le Conseil constitutionnel peut être trompé. Je crois que le Conseil constitutionnel n'est qu'à exécuter ce qu'ils sont autorisés à le faire. Parce que je ne crois pas que, selon tous les arguments qui ont été portés par... Parce que le professeur Kamto brandit un document. Et il dit, c'est sur la base de ce document que le Conseil constitutionnel a déclaré le candidat Biya élu. Et il indique qu'il y a un problème avec ces chiffres-là. Oui, cela veut dire que s'il lui dit que c'est à base de ce document, c'est-à-dire qu'ils ont proclamé ce résultat,
cela veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail. Parce que son travail, c'est de vérifier si les chiffres et les résultats conforment. Très bien. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'il pense que le Conseil constitutionnel peut être trompé. Ce n'est pas vrai. Cela montre que nous vivons dans un État où l'injustice est la loi. Et je vous dis, quand l'injustice devient la loi, la résistance aussi, c'est un droit. Voilà pourquoi nous, le MRC et le peuple camerounais est en train de résister. Nous ne voulons pas à tout prix qu'on nous prenne comme les idiots pour nous dire ce que nous voyons clairement et clair que ce n'est pas vrai. On veut nous montrer que c'est vrai. Le faux, on veut que le faux soit accepté. Et je vais vous dire une chose. Selon ce que le professeur Alain Foguet a démontré à la Cour constitutionnelle à Yaoundé, l'article 66 dit toutes les feuilles du PV ou des PV doivent être signées. Vous avez vu que les signatures ont été portées à la page de ce qu'ils ont montré comme c'était les PV. Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est que le Conseil constitutionnel doit supporter, doit accepter que c'est à base de ce document qu'il proclame les résultats pour l'élection présidentielle? Il faut comprendre ça. Si c'était les législatifs, on pouvait dire, bon, c'est un député seulement, parce qu'on parle de... oui, mais c'est le président de la République que nous sommes en train de parler ici, le président de tout le monde. On doit bien vérifier. Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai compris, on dit, je crois que Diosa aussi a félicité le président bien élu. C'est tout à fait normal. Je suis enseignant. Quand vous voyez les élèves composent les amants, chacun élève sait qu'il doit reçu ou il ne doit pas reçu quand il prend ses feuilles. Joshua a pris ses feuilles parce que je crois qu'il y avait les mandataires partout. Il a vu à base de ses feuilles que non, il ne devait pas réussir. C'est tout à fait normal. Et nous, c'est tout à fait. Et puis, ça lui donne de féliciter. Il doit féliciter les plus forts. Il doit féliciter les plus forts. Mais nous savons que nous avons reçu, parce que je vous dis, selon l'article 113 du Code électoral, on dit les résultats du bureau de vote sont publics après le dépouillement. C'est à base de ce article que le professeur Maurice Kamto a fait sa déclaration, parce que c'est comme les feuilles que le professeur partage en classe. Quand tu vois ça, sur 10 feuilles, si on vous donne 7 feuilles, tu as 19, 18, 19, tu es sûr que tu dois réussir, même si tu es sûr dans les autres 3 matières, tu dois réussir. Et pour celui qui a reçu c'est 8 sur 10 feuilles, il voit il a 4, 2. Il est tout à fait normal qu'il doit dire bravo à celui qui pense, même si c'est le dernier de la classe qu'on a dit qu'il a reçu, lui savait que non, même si on fait n'importe comment, il ne va pas réussir, il doit dire non, je te fais kudos. Félicitations. Okay. Jean-Ici Bessala, le journal Kalara indique que le Conseil constitutionnel, en parlant justement de ces éléments que j'ai évoqués tout à l'heure et tout ce qu'on a observé comme mouvement au cours de cette audience-là, indique que le Conseil constitutionnel a été aurait été pris dans son propre piège. J'ai comme impression que ce journal a dit ce qu'il voulait bien dire, sauf la procédure légale. Lorsque un candidat s'adresse, on peut appeler comme ça le juge des contentieux électoral, il dit que dans tel bureau de vote, voici ce qui est arrivé de mauvais pour moi. Dans tel bureau de vote, voici ce qui est arrivé. Quand il écrit, je prends l'avocat à témoin, il doit joindre les éléments à sa position qui lui permet de dénoncer. Mais c'est absolument impossible que tu écris seulement, tu écris. On vient de démontrer qu'en 3 jours, ils ne peuvent pas avoir tous les éléments sur l'ensemble du territoire. Mais ils ont écrit. Ils envoient sans joindre les moyens. Mais c'est à la barre qu'ils disent qu'on a des moyens. Mais or, c'est un petit détail que les gens qui sont ici, ils font semblant de ne pas expliquer aux téléspectateurs. Lorsqu'on dénonce ce qui ne s'est pas passé bien dans un bureau de vote, vous mettez les preuves. La personne qui reçoit votre complainte, je ne sais pas quoi, il envoie aux autres que voici, vous préparez la réplique. Lorsque vous venez à la barre, comme si c'est un tribunal, je ne sais pas quoi, que quelqu'un a volé, ce n'est pas la même chose. Mais c'est la dernière fois que je parle de ce qui doit être maintenant dans le passé. Parce que
La seule chose que je peux dire pour entrer dans ce débat que vous forcez là, la démocratie veut que si tu vois que celui qui est au pouvoir fait mal, mais tu prépares... Est-ce qu'il est possible que le Conseil constitutionnel se soit trompé? De mon point de vue, non. Ah, bon, mon pouvoir pour dire qu'il a mal fait comment? Sinon, non. Dans ce cas, on est en train de tenter foutre les institutions en l'air. On veut tout secouer pour que demain, on fasse ce qu'ils veulent. Ils commencent déjà à dire que comme il n'a pas bien fait comme ça, nous, on va faire par notre force. Écoutez, parce qu'il y a un problème, mais ils sont à 3, ils disent la même chose. Si tu ajoutes à 4, ça va être mauvais. Non, je vous relance. Mais moi, je n'ai même pas terminé. Quel est le motif de toutes ces accusations? Non, je voudrais dire que l'opposition a le temps de critiquer lorsque le nouvel élu va commencer à fonctionner pour dire il a fait mal, il a fait mal. Et il va préparer pour que le MRC soit répandu sur l'ensemble du territoire pour avoir les gens capables de le représenter dans chaque bureau de vote. Ce qui n'était pas le cas maintenant. Ceux qui tapent la bouche là, vous allez m'excuser, ils savent que c'est pour animer. Lorsque tu n'avais pas de représentant dans un bureau de vote, tu ne peux pas dire que ça s'est mal passé. Qui t'a dit? Dans le PV de chaque bureau de vote, aucun représentant de Camto a signé. Dans ce cas, c'est un... Dans chacun de ces bureaux, il y a un représentant de l'ECAM, qui est normalement l'organe en charge. Ce n'est pas le PV de l'ECAM que quelqu'un qui se plaint. Il prend le PV de son représentant. Puisque le PV de l'ECAM, justement, fait foi selon la loi. Dans ce cas, portez plainte au cours constitutionnel, pas moi. C'est vrai, c'est fou. Et le journal Kalara, je l'ai abondamment cité dans ce journal, dit que dans cette émission, indique, cite le professeur Camto, il dit: nous utiliserons tous les moyens de droit pour faire établir la vérité des urnes. Est-ce qu'il faut en conclure que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit? Il faut conclut que le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail. Il n'a pas établi la vérité des urnes. Il n'a pas établi la vérité des urnes. Alors maintenant, quand il parle de ces moyens de droit, il s'agit de quoi? Il s'agit de saisir tous les tribunaux internationaux constitutionnels que le Cameroun est affilié. Je ne crois pas que de dire encore de saisir les tribunaux qui sont dans notre pays, parce que nous savons nous tous comment ces tribunaux fonctionnent. Il faut saisir l'Union africaine, il faut saisir la Nations unies et d'autres institutions qui sont à l'auteur de veiller à ce que la démocratie règne dans tous les pays, y compris le Cameroun. Je dis bien, si je comprends quelque chose que l'autre Aïssi vient de dire, et que le MRC n'avait pas les représentants dans tous les bureaux de vote, c'est pour cela qu'ils contestent les résultats. Je peux dire bien que Joshua aussi, qui a contesté les résultats d'abord, je crois que parce qu'il était présent à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des nation totale de l'élection présidentielle. Finalement, il a accepté peut-être parce qu'il avait les scrutateurs dans tous les bureaux de vote, qui n'est pas du tout normal. Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas, et ce qui n'est pas du tout vrai, parce que le MRC avait au moins 80% des représentants dans les bureaux de vote. Et je vous ai dit, c'est à base de ces représentants que nous publions les résultats qui ont fait preuve de ce que le professeur Maurice Kamto est en train de réclamer. Alors, lorsque vous parlez de ces institutions internationales que vous allez saisir dans le cadre du MRC, est-ce que c'est justement pour être rétabli dans ce droit-là, ou bien c'est juste pour faire un peu d'agitation et je ne crois pas, tout à l'heure, je vous ai dit que ce que nous sommes en train de réclamer, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est juste un droit légitime, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est la victoire du MRC qui est en train de vouloir être volée comme ça. Et quand vous savez, et tu as cette conviction que ceci t'appartient, tu dois te battre
à tout prix pour que ce qui t'appartient, ton droit, soit rétabli. Ce qui, tes droits doivent être rétablis. Et le professeur Maurice Kamto, avec la coalition, n'est pas en train de vouloir juste animer la scène politique de notre pays, où ce n'est pas de nature pour déstabiliser le pays comme nous croyons. Et je vais vous dire une chose. Certains gens pensent que la déclaration du professeur Maurice Kamto est de nature à déstabiliser le pays. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas cette déclaration qui déstabilise le pays, c'est le non-respect de la vérité des unes qui va déstabiliser le pays, parce que c'est sa déclaration. Parce que sa déclaration n'est pas une déclaration mensongère. Il a ses preuves. C'est au Conseil constitutionnel de prendre ses preuves et vérifier. On peut appeler les partenaires internationaux pour venir vérifier. On a des canaux. On dit que le Cameroun est le pays qui a le service de renseignement est plus et bien organisé. Je crois qu'on a des moyens pour le faire, pour vérifier si ces données sont vraiment bien. Et si il est vrai que le MRC a gagné, comme nous disons, il faut que ce qui a son droit doit être rétabli à lui. Parce que tous les Camerounais sont égaux. On ne peut pas dire qu'on doit refuser la victoire à telle personne sur quelle base. Je ne veux même pas citer ce qui se cache derrière, mais c'est juste la vérité. Et je dis bien, nous sommes prêts à résister, à dire, et d'une manière pacifique. Je vous ai dit, tout à l'heure, j'ai vu donc mon page Facebook. Je vois, il y a certains gens qui sont en train de me tenter. Il y a les autres qui disent que la diaspora est en train de mobiliser les fonds pour vous donner. Me demandent, est-ce que vous avez suffisamment de fonds? Je dis non. Nous, les Camerounais, comme ils ont demandé à la PGE, on vous a payé combien pour sortir des marchés? Je dis, est-ce qu'on paye les militants? Moi, d'abord, j'ai été le premier vice-président national du PADEC. Je crois que si mon président national s'est désolidariser de nous pour aller se balader avec le RDPC, je crois que parce qu'il y a un peu de fonds qui sont derrière. Moi, je n'ai pas entré dans la politique parce que j'ai besoin d'argent. Sinon, je pouvais même militer dans le RDPC parce que j'ai des amis, les cadres, de hauts cadres de ce pays qui sont mes amis. Si je veux me militer dans le RDPC, je crois que je ne serai pas en train de faire d'une manière cachée parce que chez moi d'abord. Je crois qu'en 2016, si vous avez vu ce que j'ai fait à Bamenda, lors de l'émeute de Bamenda, que les Camerounais, ceux qui sont à l'autre côté, avaient dit non, l'unité nationale ne vaut pas la peine. Mais je suis allé là-bas, j'ai parlé, les gens ils avaient peur de sortir. Je les ai dit, vous devrez sortir, nous devrons sortir pour montrer que non. Il y a problème dans notre pays, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas l'unité nationale. C'est comme nous sommes en train de déchirer l'acte de mariage. Tant qu'il n'y a pas eu déjà le divorce, on ne peut pas déchirer l'acte de mariage. Il faut sortir. Ça montre que nous aimons ce pays, nous tous. Et on ne peut pas dire, les gens comme nous qui aiment ce pays, qui ont risqué leur vie. Parce qu'à Bamenda, en 2016, il fallait voir comment on nous a tabassé là-bas. Les sécessionnistes et les autres. Aujourd'hui, je me lève, je dis que je supporte la victoire de Maurice Kamto. Ce n'est pas parce que je suis terroriste ou ceci, c'est parce que j'ai vu à base de PV que lui, il a gagné. C'est au Conseil constitutionnel, ils sont garantes de la constitution de notre pays, de voir que, de veiller à ce que la vérité règne, de lui appeler, s'il vous plaît, vous êtes concitoyens comme nous. Je crois que vous êtes un homme qui œuvre à faire pour qu'on construise la nation. Qu'on regarde si c'est vrai. Ce n'est pas des contestés que non. Ils sont ce sont les menteurs ou ceci, les menteuses ou cela. Ce n'est pas du tout normal. Alors, Edmond Kambiya, tout à l'heure, vous avez exploré un certain nombre de voies sur le plan international qui pourraient servir au MRC. Maintenant, puisqu'on parle des solutions probables, est-ce qu'il faut opter, parce qu'on a écouté, tout à l'heure je parlais également de Paul Atanga-Nji, le ministre de l'administration territoriale, est-ce qu'il faut en ce moment, dans le contexte actuel, opter pour la méthode forte comme semble le prôner le ministre Atanga-Nji, ou bien faut-il aller dans un dialogue comme le suggère par exemple Monseigneur Samuel Cléda? L'option de Monseigneur Samuel Cléda est la meilleure. Chaque fois qu'une personnalité, quelle qu'elle soit, propose le dialogue, il faut abonder dans cette voie-là. Parce que c'est une voie pacifique. Je dois ici dire que sur le plan international, de ma position d'analyse politique, quand j'observe les crises post-électorales qui sont déroulées dans le monde, et en particulier en Afrique,
j'identifie trois grands scénarios. Il y a un scénario, le scénario du Zimbabwe, il y a le scénario du Kenya, il y a le scénario de la Côte d'Ivoire. Et chaque scénario a une particularité. Commençons par le scénario zimbabwéen, du vivant de Morgan Tsvangirai. Il avait remporté les élections face à Robert Mugabe. Il y a eu un hold-up. Mugabe avait arraché le pouvoir et tout le monde, preuve à l'appui, avait les PV, avait la preuve que même Mugabe savait qu'il a perdu les élections. Et lorsque le débat s'est porté au niveau de la communauté internationale, à travers les concertations, des mesures diplomatiques, Mugabe a consenti dans le compromis à ce qui est un gouvernement d'union nationale. Et Morgan Tsvangirai est devenu Premier ministre. Et la question du hold-up a pu être réglée par un gouvernement d'union nationale dans lequel Morgan Tsvangirai s'est retrouvé. Dans le scénario kényan, il y a deux scénarios kenyans. Dans le scénario kényan, le premier scénario, c'est lorsque, vous savez, Raila Odinga, qui est l'opposant majeur aujourd'hui, il a affronté Mwai Kibaki, il a affronté Uhuru Kenyatta, mais lors du premier scénario, où il a revendiqué la victoire, à travers l'intervention de la communauté internationale, il s'est vu contraint d'accepter d'être Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Ça ressemblait au scénario zimbabwéen. Mais il y a eu un second scénario qui est encore plus récent, du Kenya, où le même acteur est encore en jeu face à un autre dirigeant, c'est-à-dire Raila Odinga face à Uhuru Kenyatta. Beaucoup sont surpris de la solution actuelle au Kenya. Parce que les positions radicales de départ de Raila Odinga, qui disait que non, tant qu'on ne va pas lui remettre sa victoire, il n'y aurait pas de paix au Kenya. Et il y a eu une solution à travers un véritable dialogue dont les tenants et les aboutissants ne sont pas encore connus du grand public. Uhuru Kenyatta a pu trouver une solution avec Raila Odinga pour qu'il y ait la paix actuellement au Kenya. Je pense qu'il faut qu'on rentre peut-être à l'école de la deuxième solution kenyane. Bon, maintenant, rentrons, il y a un troisième scénario. Jusqu'ici, c'est des pays anglophones. Anglophones. Et bon, citons maintenant un pays francophone. Ça, c'est le scénario ivoirien, qui est très particulier, qui n'a rien à voir avec les deux premiers scénarios. C'est la crise post-électorale où il y a eu deux candidats, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. La particularité de ce scénario, c'est que l'ONU était impliquée dans le processus. L'ONU avait un représentant, Choi, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il a observé les élections. Il y a eu toute une controverse à la fin des élections. Qui a gagné? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné? Le Conseil constitutionnel a d'abord donné raison. Le Conseil constitutionnel a donné raison à Laurent Gbagbo, a proclamé le résultat en faveur de Laurent Gbagbo. Mais par la suite, le même président du Conseil constitutionnel a été appelé à reprendre une décision contraire en faveur de l'autre candidat, Alassane Ouattara, sur la base, sur la pression de la communauté internationale, en particulier de l'ONU, qui était impliquée dans le processus à travers la certification. Qui a même organisé ces élections. Ça, c'est le scénario ivoirien. Et on a vu pour la première fois, l'ONU intervenir dans une crise post-électorale de manière armée. On l'a vu. Ça, c'est la solution ivoirienne est différente du scénario, du double scénario kenyan et du scénario zimbabwéen. Je ne sais pas quelle sera la solution camerounaise, mais dans tous les cas, il faut opter pour une solution pacifique. Allons à l'école kenyane. Alors, très bien. Maître Claude Assira, la nouvelle expression du jeudi 25 octobre relève que Monseigneur Samuel Kleda veut éviter une crise post-électorale et que lors de la conférence de presse qu'il a donnée mardi à Douala, eh bien, le président de la conférence épiscopale nationale a appelé donc les acteurs politiques à se parler pour trouver une solution et éviter des violences meurtrières. Cela rejoint un peu le développement que faisait tout à l'heure Edmond Camia. Sauf que l'archevêque métropolitain a ajouté, qu'il est un tout petit peu surpris par les scores particulièrement élevés du candidat du RDPC, Paul Biya, dans l'extrême nord, une région qu'il connaît très bien. Il se demande comment il a pu réaliser un score comme celui-là, comment les populations de l'extrême nord ont pu voter pour Paul Biya à 89%, ces populations qui vivent dans la souffrance et de façon globale. Et il semble que, pour un certain nombre d'observateurs, cela a justifié, a peut-être poussé, a donné lieu à cette réaction de Monseigneur Barga de Yaoundé, archevêque métropolitain, lui aussi, qui, dans une déclaration diffusée à la radio d'État, a indiqué que les Camerounais devraient plutôt féliciter le candidat du RDPC, Paul Biya, qui a été proclamé élu. Est-ce que vous avez le sentiment, en observant ces deux déclarations, que l'Église catholique romaine au Cameroun aujourd'hui est divisée? Oui, bien sûr.
Edmond, vous avez oublié le scénario gabonais. Il y a le scénario gabonais aussi qui est l'impasse. Hein? La grosse impasse pour l'instant, et je crains malheureusement que, voilà, oui, que nous n'allions vers le scénario gabonais. Mais il est évident qu'il y a une division. On ne va pas parler encore de schisme dans l'Église catholique sur une question politique qui nous désole un peu, tous, parce que moi j'observe le rôle de l'Église catholique, notamment en République démocratique du Congo aujourd'hui, qui est à la manœuvre depuis pratiquement 2 ou 3 ans, et je pense sans laquelle les avancées significatives qu'on peut voir aujourd'hui et qui risquent, je pense, de conduire ce pays frère dans la sortie de la longue crise qu'il traverse. Donc cette Église catholique a joué un rôle qui était important, et il y a parfois eu quelques petites voix dissonantes de ci, de là, mais rarement il n'y a eu un clivage aussi net que ce qu'on peut observer ici. Et même si c'est vrai que on dit qu'il peut y avoir plusieurs demeures dans la maison du Père, nous autres qui sommes les enfants du même Père, on est un peu déboussolés, parce que l'Église est censée souvent être au plus près de ceux qui souffrent. Et moi je comprends le discours de Monseigneur Cléda quand il émet cette surprise, même si encore une fois, une surprise n'a jamais fait le droit, ne peut pas faire la loi. Dans la sociologie, je ne suis pas forcément un politiste, ni un sociopolitiste, ni un sociologue politique, mais voilà, je pense que c'est comme les scores qu'il fait dans les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, qu'on pourrait également parfaitement interroger dans ces conditions, mais qui, si vous prenez les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, peuvent avoir une explication arithmétique. Donc pas forcément le reflet de la volonté du peuple là-dessus, mais si vous ne regardez que l'arithmétique qui sort des urnes, vous allez lui donner effectivement les scores qui sont indiqués. Oui, mais cette division dont on parle ne date pas d'aujourd'hui. On a d'ailleurs perçu ou ressenti d'une façon ou d'une autre dans des événements récents, comme l'assassinat de Monseigneur Mbala. Certains estimaient, on a entendu Samuel Cléda et les autres indiquer qu'il fallait absolument que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Un discours qui était un petit peu beaucoup plus nuancé du côté de Yaoundé, avec l'archevêque métropolitain, qui semblait indiquer que bon voilà, il faut peut-être y aller doucement. Qu'est-ce qui peut justifier? J'essaye d'expliquer simplement, parce que je pense qu'il y a aussi dans ces hommes en soutane, dans ces prêtres, aussi forcément, il y a une base commune qui, heureusement, je pense, en tout cas sur le fond, reste la même et unie, mais vous avez des individus, vous avez un cœur, vous avez une âme qui bat pour telle ou telle sensibilité, et ça, personne ne peut l'empêcher. Et je peux vous dire que, à mon avis, hein, je veux vraiment rester, on l'a souligné tout à l'heure pour en rigoler, sur le terrain de la boutade. On est tous par nos religions, nos cultures, notre éducation, chrétien, catholique. Moi, je travaille en plus dans une institution voilà, où je suis noyé pratiquement jusque-là et où on a l'occasion de discuter avec les uns et les autres. Et je pense qu'il y a comme une sorte de fédération que moi je vois entre les deux. C'est-à-dire que l'un vous dit, il vous dit sa surprise, qui est une chose humaine. Et je vous dis encore une fois, la surprise, on peut parfaitement la comprendre, on peut la justifier. Quand on connaît, moi déjà, même le chiffre de 71%, les chiffres que M. Maurice Kamto avance me semblent, à mon avis, plus proches de ce que mon intelligence peut capter, peut comprendre. Dans les chiffres de 39-38 pour des candidats qui sont des candidats relativement importants, avec un impact sociologique et anthropologique et historique relativement important, voilà, ça me parle plus qu'un chiffre de 71% au regard des mêmes individus, parce que quand vous êtes avocat, malheureusement, vous êtes aussi au contact des individus, même parfois ceux qui sont en marge de la loi. Je vais dire plus souvent d'ailleurs ceux qui sont en marge de la loi, mais vous êtes en phase avec des individus et donc vous discutez avec eux, vous connaissez leur mal-être, et je peux vous dire que personnellement, comme ça à vue de nez, j'ai du mal à imaginer que même si dans l'absolu, en ayant annulé des élections, on finissait par les refaire et imaginer le président actuel réélu, qu'il puisse faire un chiffre vertigineux de 71%, ça me semble être pas tout à fait en phase avec la réalité qu'on connaît, mais que peut-être,
arithmétiquement, on peut expliquer compte tenu du contexte dans lequel les élections se sont déroulées. Et à côté de ça donc, vous en avez un autre qui vous dira, un peu comme moi, un peu comme d'autres personnes, j'imagine que ça doit être ça, le point de vue de Monseigneur Mbarga, qui doit se dire certainement, bien, en tout état de cause, il ne sert à rien de pleurer indéfiniment sur le lait versé. Aujourd'hui, puisque les choses ont été faites, prenons-en acte et essayons d'avancer dans un intérêt qu'on peut comprendre pour éviter de perdre du temps en route, parce que les autres avancent, parce que le monde est dynamique, parce que... Voilà, donc les deux thèses peuvent parfaitement se comprendre, chacun les exprimant bien évidemment avec sa sensibilité propre, mais les deux se justifient. Alors, c'est votre avis, Jean-Haïssi Bessala, l'Église catholique romaine au Cameroun divisée sur la question de l'élection présidentielle? Je ne pense pas que lorsque un évêque parle ici, l'autre parle là-bas, c'est l'ensemble de l'Église. C'est des individus qui se sont exprimés. Greda a parlé comme un individu. Il n'a pas parlé comme le chef de l'Église. Et j'ai dit quelque part que moi je suis chrétien. Il a la chance que les évêques sont nommés par le pape. S'ils étaient élus, il allait perdre la prochaine fois les élections. Et comment ça? La majorité des chrétiens ne veulent pas le désordre dans le pays. Or, lui, il donne l'impression qu'il met l'huile dans le feu. Ça, c'est moi qui dis citoyen face à l'expression d'un autre citoyen. Mais les autres propos qui ont été tenus, chacun vient ici pour dire ce qu'il croit sincèrement vrai et peut-être utile pour le pays. Mais je regrette quand on compare du nord au sud, de l'est à l'ouest, des pays qui n'ont rien à voir avec le Cameroun. Le Cameroun n'est ni la Côte d'Ivoire, ni le Kenya, ni le Zimbabwe. Donc on ne peut pas prendre ces solutions dans leurs problèmes, on les amène ici. Si par contre, les gens sont en train de préparer les situations qui pourront être semblables à ces trois pays, pourquoi pas? Mais ceux qui nous gouvernent, ils ont le devoir de protéger la paix et la tranquillité dans notre pays. Sur cette question-là, Sylvanus Tifou, il y a forcément, pour rester dans le manichéisme qu'on a observé justement dans l'opinion publique depuis quelques jours, il y a forcément un évêque qui a fait sortir de piste. Je crois que si j'entends ce que mon confrère vient de dire, que c'est un individu qui vient de parler, je ne crois pas que c'est tout normal. On pourrait dire que non, les résultats qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle, c'était fait par un individu. Ce n'est pas le peuple. Parce que tant que cet individu représente l'institution, il représente le peuple, il parle au nom du peuple. Comme lui, il estime que le président de la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats au nom du peuple. Il n'est pas du tout normal de dire que c'est un individu qui a parlé. C'est l'insulte à l'endroit du éminent cardinal de Samuel Cléda, qui est sorti, il a fait sa déclaration qui est de tout normal, c'est son opinion. Et je crois que c'est un homme de Dieu. Je crois que leur premier rôle, le devoir qu'ils ont, c'est de veiller à ce que la paix règne à tout prix. Parce que c'est ça qu'ils enseignent dans leur doctrine. Je ne crois pas qu'il y a un homme de Dieu qui va sortir pour semer le désordre. J'ai cette impression que les militants de... Et à ce propos, justement, il ne s'est pas contenté d'indiquer sa surprise. Il a fait quelques observations, il a eu des suggestions. Il a parlé de la nécessité d'améliorer, par exemple, le code électoral. C'est tout à fait normal. J'aimerais vous dire une chose. Il y a une chose qu'on dit en anglais. All opinion is sense, but not all opinion. All sense is opinion, but not all opinion is sense. Bon, pour dire cela, il a parlé pour juste montrer qu'il n'a pas pris le côté. Après avoir s'exprimé, il a indiqué qu'il pense qu'il y aura des améliorations dans les prochaines séances électorales dans le pays. Ce n'est pas juste parce qu'on pense qu'à chaque moment qu'un Camerounais se lève pour dire quelque chose, il vise à nuire la paix et la tranquillité de notre pays. Et je ne veux pas que les militants du RDPC pensent qu'ils ont le monopole de la paix dans ce pays. Ils n'aiment pas ce pays comme plus que les autres. Je vais vous dire la vérité, parce que si je vois la plupart des gens qui vivent dans la misère, certains sont de l'opposition et ce ne sont pas dans les administrateurs. Ces gens, ce sont eux qui font la majorité des Camerounais. Plus de 20 millions de Camerounais ne sont pas fonctionnaires. Pour dire que non,
à chaque moment que tu te lèves, il faut que l'administration ordonne les forces de maintien de l'ordre pour venir te fesser, te bastonner, parce qu'on pense que tu es en train de nuire la tranquillité ou la paix du pays. Ce n'est pas du tout normal. Et pour dire, j'aimerais dire une chose aux militants du MRC. La plupart d'eux ont peur de porter leur uniforme MRC. Mais je vois les uniformes du RDPC qui sont partout. Je leur dis, c'est leur droit de porter leur tenue et rien ne va leur arriver. Ils ont le droit de porter. Ce n'est pas parce que le professeur Maurice Kamto a dit et il déclare avec les preuves qu'il a et avec la coalition qu'elle a gagnée qu'on pense que pour porter la tenue du MRC, tu es l'ennemi de l'État qui n'est pas de tout normal, qui est vraiment, je crois que c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Alors, sur cette question-là, Edmond Kamgia, ces déclarations, est-ce que ces déclarations divergentes de ces deux prix-là n'en rajoutent pas à la confusion qu'on observe déjà depuis la proclamation des élections présidentielles? Oui, je voudrais que tu me permettes, M. Fangwa, avant de répondre à cette question, que je revienne un peu sur la situation au Gabon. Maître Assira a attiré mon attention sur le cas gabonais, le cas de la crise post-électorale au Gabon. Et je voudrais dire pourquoi je n'ai pas mis le cas gabonais parmi les 3 grands scénarios que j'ai cités. Parce que le cas gabonais, c'est un cas où il y a eu un piège dès le début. C'est-à-dire, le candidat de l'opposition a lui-même donné des éléments qui vont permettre de le débouter à la fin. Je veux m'expliquer. Je commence par la fin du scénario de la crise post-électorale au Gabon. À la fin, la communauté internationale a demandé à Jean Ping de répondre à la main tendue du candidat Ali Bongo. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais répondu à la main tendue d'Ali Bongo. Ali Bongo lui a tendu la main pour faire le forum, il a refusé. Lui a tendu la main pour le gouvernement, il a refusé. Lui a tendu la main à plusieurs occasions, il a refusé. Bon, je vais vous expliquer pourquoi la communauté internationale je vous dire pourquoi est-ce que la communauté internationale n'avait pas d'autre choix que ça. C'est parce que très tôt, les autorités gabonaises, notamment les services de renseignement, se sont rendus compte que Jean Ping était mêlé à une opération d'informatisation qui visait à influencer les résultats. Et il y a même un proche collaborateur d'un président africain qui s'appelle Alassane Ouattara, un de ses conseillers collaborateurs, qui s'est retrouvé mêlé à cette opération de Jean Ping pour influencer les résultats au Gabon. Et je dois dire ici de manière officielle qu'Alassane Ouattara a reconnu qu'il y a eu un problème et a accepté la démission de son collaborateur qui était mêlé à ce processus d'informatisation visant à influencer les résultats. C'est pour ça que la communauté internationale, notamment l'Union européenne et toutes les autres institutions internationales se sont trouvées en difficulté pour soutenir le candidat Jean Ping. Même si peut-être dans les urnes, il a peut-être gagné les... Mais je n'ai pas répondu à la question que vous m'avez posée. Rapidement, en quelques secondes, ça c'était pour répondre à la crise post-électorale au Gabon. Pourquoi sur la confusion? Sur la confusion. Il y a toujours eu, ça je dois l'admettre, des positions individuelles, des évêques. Lorsqu'ils discutent des questions politiques, chacun a sa position. Et je dois rappeler ce qui s'est passé à Douala. Lorsque Monseigneur Cléna, archevêque de Douala, mais également président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a tenu ses propos, il a tenu à dire ceci. Les propos que je tiens, c'est en tant qu'archevêque de Douala. Nous allons nous retrouver bientôt à Yaoundé, nous allons tenir la conférence épiscopale et nous prendrons un communiqué en tant que conférence épiscopale nationale du Cameroun. Donc, ces propos, c'était en tant qu'archevêque de Douala. Très bien. Cette précision est de taille. Très importante. Alors, puisqu'on sort de l'émission, Jean-Issi Bessala, oui. Quelles sont, de votre point de vue, les grandes leçons qu'il faut tirer de cette élection présidentielle et qui pourrait permettre d'améliorer peut-être le code électoral et avoir à l'avenir des élections qui soient meilleures? Ce qui m'a frappé, c'est que le président Biya avait répondu à un journaliste français en disant que j'aimerais qu'on retienne que c'est moi qui ai apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Or, là où nous sommes, une grande partie de la démocratie est là, c'est-à-dire la liberté d'expression. Nous sommes ici 5. Chacun parle librement. Les gens parlent librement partout. C'est une petite partie, même essentielle quand même, de la démocratie. La démocratie, c'est la discipline. Ce n'est pas
on est libre en démocratie de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi à n'importe quand. Il faut maintenant que les Camerounais se disciplinent pour rentrer définitivement dans la démocratie. C'est ainsi que, je voudrais dire qu'en 1985, le Messager avait ouvert un débat houleux dans ses pages suite à une critique que j'ai appelée diatribe sur le livre que Monondiana avait écrit, L'idée sociale chez Paul Biya. Beaucoup, le Messager, comme d'habitude, comme nous sommes ici, il ne laissait passer que les gens qui écrivaient contre les positions de Monondiana. J'ai écrit en 1985, j'ai ce numéro à la maison. En 1985, j'avais dit que ce que dit Kamto, il reproche 3 choses à Mono. 1, Mono est un philosophe, il n'a rien à faire dans le droit. Il dit de n'importe quoi. Deuxièmement, le système, le pouvoir de Biya n'est pas légitime parce que c'est une assemblée moribonde qui avait modifié la constitution pour que le Premier ministre devienne président à la suite. Enfin, troisièmement, Monondiana étant un intellectuel, c'est inacceptable qu'un intellectuel soutienne un régime politique. J'ai recentré ça en disant en fait, Kamto pose le problème de la légitimité. Mais la légitimité, j'ai cité un professeur qui m'avait eu en faculté de droit à l'université Lyon 3, Val, il avait dit que, j'ai introduit ce terme-là ici, la légitimité, c'est le cœur, le moteur du débat de la démocratie. Chaque fois, on va toujours tourner sur ça. Quelqu'un fait un coup d'État, il n'a consulté personne, il court dans les médias, il dit que c'est le peuple qui m'a envoyé. Il cherche la légitimité. Et, je veux terminer. Et votre article avait paru dans... Bien sûr, dans le Messager. Okay. Et c'est ce que j'ai pu entendre. Mais non, le Messager avait publié. Il n'avait pas voulu publier, je leur avais donné l'article par voie d'huissier. Ma conclusion était que Kamto, en 1985, j'avais dit qu'il n'est pas sérieux. S'il est pour la démocratie, non, c'est écrit, hein, qu'ils disent ce qu'ils reprochent politiquement au système de Biya. Qu'ils le disent, puisque nous entrons de plus en plus dans la démocratie, on va en débattre. Okay. Au jour d'aujourd'hui, je termine en disant qu'un grand professeur, je le cite, avait dit que ce qui l'embête chez Kamto, il a un déficit criard de conviction politique. Vous avez répété. Alors, on sort de l'émission. Quelles sont les grandes leçons qu'il faut tirer de cette élection présidentielle? Il y a des observations qui ont été faites. On a observé cette confusion entre griffes au Conseil constitutionnel. Il y a eu un problème avec les PV et beaucoup d'autres choses. On a relevé un certain nombre de manquements. Je me souviens encore de cette audience avec le MRC qui parlait de suspicion légitime, entre autres. Quelles sont les grandes leçons qui, de votre point de vue, peuvent être tirées pour que la prochaine élection soit nettement meilleure que celle-ci, en tout cas moins contestée que celle-ci? Je crois que la première des choses que nous devons dire à la Cour constitutionnelle et surtout à nos institutions, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, ils ont face à eux les intellectuels qui sont en politique et que rien ne va pas se passer dans l'ombre comme c'était avant. Vu le fait qu'on a des éminents professeurs en politique, comme lui, il vient de douter sa compétence et sa conviction. J'ai dit bien, ce monsieur, je ne lui ai pas suivi par la curiosité, c'est parce qu'il a fait preuve, il a montré et démontré qu'il est engagé, il est un homme de conviction. Et une autre chose que j'aimerais dire, c'est de croire que, de dire clairement aux Camerounais que si nous ne prenons pas notre destin en main et pour dire stop au hold-up électoral, il n'y aura pas les élections transparentes dans ce pays. Le combat vient juste de commencer et nous, je suis convaincu que les autres militants
d'autres formations politiques, s'il n'y a pas cette hypocrisie, parce qu'aujourd'hui, on pense que laisser les militants du MRC se combattre seuls, c'est peut-être de leur punir. Parlons justement des moments d'hier. Est-ce qu'il y en a qui sont encore retenus? Tout le monde a été libéré? Je ne peux pas dire avec certitude que tout le monde a été libéré parce que... Est-ce que vous, par exemple, vous avez été interpellé? J'ai été interpellé, j'étais dans la cellule à la PG qu'on appelle Kosovo. Vous étiez combien? On était 42, je crois. J'étais fuyé avec toutes les bandes de bandits qui étaient dedans. Ils m'ont fui, enlevé même les petits jetons qui étaient dans la poche. Certains ont voulu de me montrer que non, ici, c'est nous qui commandons ici. 42 personnes interpellées dans le cadre de cette marche. Interpellées. Il y avait des centaines de gens, mais vous savez, quand il y a rafle, comme on faisait hier, des gens fuient. Il y a sorti qu'on fuit, mais nous, moi, j'étais avec... Je suis membre du bureau régional, je ne pouvais pas fuir parce que c'était moi avec d'autres personnes qui étaient... Alors on vous a libéré autour de quelle heure? Ils nous ont libérés hier à partir de... C'était environ 23h. On vous a interpellé vers quelle heure? C'était dans la matinée. Non, je crois qu'à 11h, ils nous ont libérés à 23h, presque 12h. Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on vous libère? Il fallait l'intervention du professeur Maurice Kamto, parce que j'ai vu le professeur Alain Foguet qui est venu là-bas. Il fallait, juste parce qu'ils ont vu que nous avons raison de faire la marche, parce que je peux vous dire une chose, il ne faut pas oublier que ces gens comprennent toujours que ce que nous faisons, la marche est légale. Ils font des manières pour intimider. Alors les 42 personnes qui étaient interpellées, vous avez été libérés au même moment? C'était pas du même moment parce qu'ils ne voulaient pas nous rendre célèbres. Parce qu'il faut comprendre ça. Que si on sortait du même moment, il y aura l'affluence, les gens vont commencer la marche. Oui, commencer la marche. Et une autre chose, il ne faut pas oublier qu'il y a les gens qui sont à l'hôpital, qui sont été tabassés hier. Il y a l'un de nos militants qui est hospitalisé. Il est sous perfusion. Je crois qu'il a même il a eu les blessures graves hier. Les blessures graves. Merci Edmond Kamgia. Oui. On va dire au revoir aux téléspectateurs. Oui, je voudrais dire qu'une des grandes leçons à tirer après toutes les audiences qu'on a vues, auxquelles on a assisté par les chaînes de télévision interposées au Conseil constitutionnel, c'est qu'il va falloir fondamentalement que la société civile et l'opposition travaillent à ce que le code électoral soit révisé, ainsi que les textes portant organisation et fonctionnement des LECAM. Je vais m'expliquer très rapidement. On a vu qu'il y a beaucoup de lacunes dans l'interprétation des textes. Il y a des imprécisions. Il y a des choses qu'il faut clarifier dans le code électoral pour éviter un certain nombre de choses auxquelles on a assisté au Conseil constitutionnel. 2. Il faudrait qu'on passe définitivement de ELECAM 2 à ELECAM 3. À ELECAM 2, c'était la société civile qui entrait dans l'institution qui organise les élections. Il faut qu'on passe à ELECAM 3 pour que l'opposition ait des représentants à ELECAM. Ça permettra de l'intérieur de voir véritablement comment fonctionne ELECAM et d'éviter les fraudes. Parce que les fraudes, les irrégularités ont été nombreuses cette fois-ci. Et à cause de la coalition qui s'est formée, que tout le monde a vu, il y a une coalition lors des audiences du Conseil constitutionnel, une coalition constituée du RDPC, ELECAM, administration territoriale et Conseil constitutionnel. Si on passe à l'ELECAM 3, je pense qu'on aura des élections beaucoup plus transparentes et démocratiques. La permission, la régie, 2 minutes pour permettre à Maître Assira de conclure sur ce sujet. Lorsque vous scrutez l'horizon, qu'est-ce que vous apercevez? Un orage ou un ciel plus éclairci? Je pense qu'il n'y a pas de démocratie simplement parce que les gens vivent, marchent, respirent et parlent. On est des braillards, hein, nous tous ici autant que nous sommes. À votre antenne, je pense que nous faisons le jeu de la fausse démocratie, de la fausse impression de démocratie. La démocratie, c'est aussi de pouvoir associer toutes les différences à l'intérieur dans la gouvernance. Et ce n'est pas parce que, après avoir parlé, vous pouvez rentrer chez vous, boire votre bière, que vous pouvez prétendre qu'on est en démocratie. Vous n'êtes pas en démocratie si votre opinion vous sépare, vous enlève la possibilité d'avoir la possibilité d'implémenter votre différence dans la gestion de votre pays. Maintenant, une fois qu'on va avoir au terme de ce qu'on a vu, moi je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut faire. Il y a d'abord, l'opposition qui doit pouvoir, à mon avis, refaire son bilan. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vois quand vous faites déjà le grand geste pour dire que l'émission est terminée, je ne vais peut-être pas pouvoir dire ici ce que j'aurais souhaité développer plus amplement, mais il y a aussi, et Edmond l'a signalé tout à l'heure, je pense un bilan des textes existants. Et c'est pour ça que moi je crains les gens du RDPC
et les autres qui se gargarisent de cette victoire qui est un trompe-l'œil en réalité démocratique. Il ne faut pas penser que parce qu'aujourd'hui, peut-être la fièvre va retomber, je pense, il va y avoir des protestations, que la fièvre va retomber et qu'on repartira d'un nouveau pied pour 7 ans, que ça veut dire que tout est calme. Parce que le feu couve sous la cendre. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un état des lieux rapide des institutions. Aussi bien, quand je parle d'institutions, je parle aussi bien des textes, des instruments, que des organes qui ont été désignés, parce que le mot de désignation, vous avez parlé tout à l'heure, vous, de l'ELECAM, le Conseil constitutionnel. Les gens font des comparaisons que je trouve complètement hallucinantes. Mais dans d'autres pays, vous n'avez pas un seul parti qui a investi un organe aussi important, aussi décisionnel. Et je leur ai dit l'autre jour que justice is not only to be done, but must be seen to be done. Donc même s'ils disent la vérité là, et que cette vérité n'est pas perçue, parce que les organes qu'ils ont désignés ne permettent pas de donner l'illusion au destinataire, au justiciable final que c'est la justice, ce sera une source de désordre. Merci, Maître Claude Assira, d'être venu sur le plateau de Droit des réponses. Infiniment merci et bon retour à Yaoundé. Merci de votre invitation. Merci à vous, Edmond Kamgia, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Sylvanus Tifou, d'être venu. Et puis, merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Droit des réponses. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.